Bonjour à tous, donc nous continuons dans nos halachot de Basar Vechalav et j'aimerais parler d'abord de l'usage d'un four. Est-ce qu'on peut utiliser un four pour le lait et pour la viande? Alors, qu'est-ce qui se passe déjà si on a fait cuire du lait et de la viande en même temps dans le four? Bien entendu, pas dans le même récipient, mais un récipient avec du lait et un récipient avec de la viande. Est-ce que ça pose un problème? Est-ce qu'on doit cachériser le four? Est-ce qu'on doit jeter les aliments? Alors, étant donné que quand on fait cuire le lait et la viande en même temps dans le four, il y a des vapeurs qui se mélangent, il y a des éclaboussures qui se mélangent, eh bien, on peut dire qu'il y a véritablement bichoul, une cuisson de bassar vechalav, de lait et de viande en même temps, et par conséquent, c'est un interdit de la Torah. Et comme c'est un interdit de la Torah, les aliments sont interdits. Il faut aussi cachériser le four et tout jeter, puisqu'on ne peut pas profiter, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, on ne peut pas profiter de lait et de viande qui ont été cuits ensemble. Si maintenant les ustensiles sont bien distincts, les bords sont relevés, il n'y a pas de crainte d'éclaboussure ni de vapeur, on va dire que il n'y a pas trop de liquide, etc., qui se mélange pendant cette cuisson, alors il y a ce qu'on appelle un problème de réach. Donc il y a toute une notion dans la Gemara de recha miltahi ou lav miltahi. Est-ce que l'odeur d'un interdit, est-ce qu'elle peut interdire ou pas un autre aliment, etc. Dans cette situation-là de recha, on peut dire, pour cette situation d'un four où on a laissé cuire du lait et de la viande dans des ustensiles bien distincts et qu'il n'y a pas de crainte d'éclaboussure, que c'est permis a posteriori. Les chatechila, on n'a pas le droit de le faire parce que a priori on craint que recha miltahi, on craint que l'odeur ça interdise. Et Bediavad, si ça a été fait, eh bien on considère que ça n'est pas problématique, ça ne va pas interdire les plats. Alors ça c'est la position du Mechaber, du Rav Yosef Karo, donc la référence des décisionnaires pour les communautés séfarades. Le Rav Moshe Serles, le Rama, il est un peu plus strict, même s'il est d'accord dans le fond avec le Mechaber, il est d'accord qu'on ne va pas interdire Bediavad, il ne s'appuie pas là-dessus, à moins qu'il y ait ce qu'on appelle un Hefsed Meroubé, une perte importante. Qu'est-ce que c'est une perte importante? Alors, vous avez un gigot d'agneau, par exemple, c'est quelque chose qui coûte un peu cher. Si on se met à l'interdire, ça pose un problème. Mais bon, si c'est une cuisse de poulet, c'est quelque chose de beaucoup moins coûteux. Ce n'est pas ce qu'on appelle un Hefsed Meroubé, et encore que ça dépende de la situation financière de la famille. Alors tant que ce n'est pas un Hefsed Meroubé, alors il vaut mieux se montrer strict et interdire les aliments. Donc il n'y a qu'un problème d'odeur et pas un problème de vapeur et d'éclaboussure, Bediavad c'est permis selon le Mechaber et selon le Rama uniquement s'il y a une perte importante. Bien entendu, il faudrait cachériser le four. Si maintenant les récipients étaient fermés et les aliments bien secs, alors même d'après le Rama, c'est permis sans problème, d'après tout le monde, les couler à main. Maintenant, est-ce que de façon alternative, une fois de la viande et ensuite, par exemple, le lendemain, faire cuire du lait, est-ce qu'on peut le faire dans un seul et même four? Eh bien, il y a plusieurs conditions à respecter pour pouvoir le faire. Tout d'abord, il faut que le four soit entièrement nettoyé, parce qu'effectivement, s'il y a des résidus alimentaires, eh bien ces résidus alimentaires peuvent eux aussi produire des éclaboussures, peuvent eux aussi tomber dans l'autre aliment, et c'est pourquoi il faut que le four soit entièrement nettoyé. Il faut que le four soit et subit un repos de plus de 24 heures, qu'il ne soit pas ce qu'on appelle benyomo, il ne soit pas dans les 24 heures de la précédente utilisation, et il faudrait le faire chauffer à son maximum pendant environ une demi-heure, et bien entendu, il ne faut pas utiliser les mêmes plateaux. On ne va pas sur un même plateau sur le lèche frites sur lequel on a posé le gigot, poser des pommes de terre et de la mozzarella, puisque le plateau lui-même est un plateau qui est devenu viande. Tu ne peux pas utiliser ensuite le même plateau pour poser directement le lait dedans. Ça, c'est complètement interdit. Cela équivaut
à faire cuire des pâtes au fromage dans une casserole viande. Évidemment, ça c'est interdit, ça interdit la casserole, etc. Donc même chose pour le plateau, tu ne peux pas utiliser le même plateau dans lequel tu as posé des aliments viande pour y faire cuire ensuite des aliments laits, même si tu as attendu 24 heures, même si le four a été nettoyé et cachérisé. Le plateau, lui, tu dois le changer, hein, à moins de poser un plat sur le plateau. Alors quand tu poses le plat sur le plateau, il n'y a pas de transmission de goût d'un plat à l'autre. Donc voilà, ça passe pas dans l'air. Le goût de la viande, il va pas passer du Pyrex au plateau sur lequel on l'a posé, évidemment. Donc, nettoyage, plus que 24 heures, une attente de 24 heures, et chauffage pendant 20 minutes, une demi-heure, à vide. À vide, ça c'est le minimum. Alors, quand on a un four équipé de pyrolyse, là c'est beaucoup plus pratique, puisque la pyrolyse c'est un excellent système de nettoyage, et non seulement ça nettoie, mais ça cachérise. C'est sympathique d'ailleurs qu'on parle de ce genre de choses un petit peu avant Pessah, puisque la question se pose aussi, comment utiliser un four qu'on a utilisé pendant toute l'année avec le Hametz pendant Pessah. Donc la pyrolyse a cet avantage-là qu'elle nettoie parfaitement le four, ça veut dire que tous les résidus alimentaires qui peuvent éventuellement coller sur les parois sont complètement carbonisés, ils sont réduits à l'état de cendre, c'est ce qu'on trouve en général après une pyrolyse au fond du four. Quand vous avez pyrolysé le four, après un repas de viande, et bien entendu vous avez laissé le four inactif pendant 24 heures, alors là effectivement on peut ensuite cuire du lait dedans. Ce à quoi il faudrait faire quand même attention, c'est pas faire ce genre de changement trop souvent, parce que après on peut éventuellement arriver à des confusions. Donc ce genre d'opération, essayez de ne le faire que de façon très occasionnelle, et en ayant bien à l'esprit quel est le statut du four au moment où vous l'utilisez. On ne va pas se dire je fais 2 jours viande et 2 jours lait et après on s'embrouille. Donc il faut être quand même vigilant à ce sujet-là. Alors, concernant les fours à micro-ondes. Les fours à micro-ondes, c'est un peu différent quand même, parce qu'il y a beaucoup de vapeur, et il y a pas de, on peut pas dire qu'il y a quelque chose qui brûle. Il n'y a pas quelque chose qui brûle, il n'y a pas de résistance dedans. Donc on ne peut pas utiliser un four à micro-ondes pour du lait et de la viande, surtout pas en même temps, ça c'est clair, et successivement quand on laisse les aliments à l'air et qui peuvent librement lâcher leur vapeur dans le four. Il y a un moyen d'utiliser le four à micro-ondes pour des aliments laits et des aliments viande de façon successive, c'est si ces aliments sont bien recouverts de façon hermétique. Si les aliments sont recouverts de façon hermétique, on a recouvert d'abord, par exemple, je vais faire chauffer mon repas de la veille, il y a des boulettes de viande. Alors, si c'est bien fermé, bien recouvert, donc je sais que ma viande ne va pas lâcher d'éclaboussures, elle ne va pas lâcher de vapeur dans le micro-ondes, et qu'ensuite je retire ce plat, ce qu'il recouvre, et que je mets ensuite un plat de lait, et que je le recouvre encore hermétiquement, alors à ce moment-là, c'est permis, puisqu'il n'y a pas de vapeur et d'éclaboussure, ni même où il n'y aura qu'une légère odeur qui ne va pas persister quand le plat sera chaud. Donc dans ce cas-là, ça ne pose pas de problème et c'est permis. Si maintenant je n'ai pas réchauffé les aliments en respectant cela, je n'ai pas couvert mon aliment viande en le faisant chauffer dans le micro-ondes, et que ça a pu gicler, ça a pu lâcher des éclaboussures, et que l'aliment bien sûr a été chauffé à ce qu'on appelle Yad Soledetbo, à une température assez forte, assez haute, pour qu'on puisse dire, je ne vais pas dire quasiment à ébullition, mais si ça a été poussé à 50 degrés minimum, à peu près, donc là on peut commencer à parler de cuisson, c'est ce qu'on appelle Yad Soledetbo. J'ai peur de le poser tellement c'est brûlant, j'ai peur de poser ma main sur l'aliment, Yad Soledetbo, ma main a peur de toucher l'aliment tellement il est brûlant. À ce stade de température, on peut parler de cuisson, véritablement. Donc si j'ai fait cuire un aliment dans le micro-ondes sans le couvrir,
qu'il a atteint un degré de Yad Soledadbo et qu'il a lâché de la vapeur, etc., alors le micro-ondes va prendre le statut de l'aliment. Et donc si j'ai fait cuire de la viande de cette façon-là, eh bien le micro-ondes va prendre un statut viande. Et alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut cachériser le micro-ondes ensuite pour le rendre lait? Bien non, là c'est pas possible. C'est pas possible. La cachérisation d'un micro-ondes, elle est sujette à caution. Il y a une marloquette entre les acharonim si on peut le cachériser, même si on le nettoie, même si on fait cuire de l'eau dedans, etc., afin de nettoyer avec du savon. Donc c'est quelque chose qui n'est pas évident, et il faudrait l'éviter. Il faudrait éviter d'arriver à ce genre de situation. D'accord? Donc on ne cachérise pas un micro-ondes, et donc il faut veiller à ne l'utiliser que dans des conditions optimales, c'est-à-dire quand on veut l'utiliser pour les deux, eh bien il faut toujours couvrir correctement les aliments. Est-ce qu'on peut utiliser une bouilloire sur de la viande et sur du lait? Alors dans une bouilloire, bien entendu, on ne fait chauffer que de l'eau, mais si je verse de cette bouilloire sur de la viande, est-ce que ça pose un problème sur l'eau qui est contenue dans la bouilloire? Alors il faut savoir que ça ne pose pas de problème, sauf s'il y a des éclaboussures, mais bon, si des éclaboussures vraiment salissantes de viande ou de lait, alors là oui, effectivement ça peut changer le statut de la bouilloire, mais j'imagine que c'est quand même assez rare qu'on verse de l'eau tellement fort sur du lait que ça va gicler jusque dans la bouilloire. Donc normalement, une bouilloire, ça reste complètement parvé et sans aucun problème de bassar bechalav. Ce à quoi il faut faire attention quand même dans les bouilloires, enfin surtout sur les réchauds de Shabbat, c'est que les bouilloires qu'on pose sur la plata ou les kumkum qu'on laisse allumer pendant tout Shabbat pour garder de l'eau chaude, très souvent on fait réchauffer des aliments dessus. Et si on fait réchauffer des aliments viande dessus, et bien là, le kumkum va prendre un statut viande. Si on fait réchauffer des aliments lait dessus, eh bien là, le kumkum va prendre un statut lait, et donc on ne pourra pas se permettre après de mettre un autre aliment d'un autre statut dessus. Donc veillez à ne réchauffer avec ces bouilloires, ou à ne poser sur ces bouilloires ou sur ces kumkum que des aliments neutres. D'ailleurs, le problème se poserait pour Pessah, entre parenthèses, même si ce n'est pas vraiment le sujet de notre cours. Si on a posé des aliments chametz pendant l'année sur un kumkum pour les réchauffer pendant les Shabbatot, eh bien, arrivé Pessah, la façon de cachériser ce kumkum, ce réchaud va être beaucoup plus complexe qu'un simple nettoyage, comme on le préconise normalement pour une bouilloire. Donc, faut faire attention aux aliments qu'on dépose au-dessus des kumkum pour les réchauffer. Donc, quel est le statut du pain qu'on a fait cuire dans les fours? Alors, il faut savoir une chose concernant le pain. Les Chachamim ont interdit de préparer et de consommer du pain qui n'est pas parvé. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de préparer un pain bassari. Je ne peux pas préparer une baguette bassari ou une challah bassari ou un pain chalavi ou une challah chalavi. Je n'ai pas le droit de préparer du pain qui a la forme du pain, qui a le goût du pain et qui serait pétri avec du jus de viande ou qui serait pétri avec du lait. Pourquoi? Quel est le problème? Eh bien, le fait que le pain, ce soit l'aliment de base, l'aliment qui accompagne tous les repas, fait que très facilement, on pourrait utiliser ce pain dans n'importe quel repas. Et si je prépare une baguette avec du lait, c'est-à-dire qu'au lieu de mélanger ma farine uniquement avec de l'eau, eh bien, j'utilise du lait aussi pour pétrir ma pâte. Et donc, je vais faire une baguette qui aura le statut d'une baguette lait, qui va contenir du lait. Eh bien, je pourrais très facilement, dans la confusion, étant donné que ça ressemble à une baguette tout à fait régulière, utiliser de cette baguette au cours d'un repas de viande, un repas de grillade ou quoi que ce soit d'autre. Et donc les Chachamim ont donc
donc complètement interdit non seulement la préparation de ce pain, mais même la consommation. Ça veut dire que si, sans faire exprès, j'ai fait une fournée de chalot bassari, ou une fournée de chalot chalavi, et que je me dis, bien, j'en ai pour quelque temps, j'en ai pour une semaine de pain, alors à ce moment-là, eh bien, il faut savoir que ce pain, il doit être non seulement je n'avais pas le droit de le préparer, mais j'ai aussi l'interdiction de le consommer. Je dois le jeter, je dois le donner à mon voisin, et je ne peux pas l'utiliser. Donc, on ne peut pas non plus enduire le pain d'une substance viande ou d'une substance lait. C'est-à-dire que même si mon pain est neutre, si je l'enduis avec du gras, pour le faire dorer ou quelque chose comme ça, eh bien, que ce soit du gras à base de viande ou du gras à base de lait, eh bien, j'enfreins aussi cet interdit. Donc ça pose aussi un problème. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas préparer de gâteau au lait ou de pâtisserie au lait? Là, c'est très différent. Alors, la Gemara, elle dit quand est-ce qu'on peut faire du pain lacté ou du pain bassari. Elle donne une permission qui est celle de Keren Torah. J'ai le droit de préparer des pains chalavi, des pains lait, si je les fabrique Keren Torah comme un tor. Alors qu'est-ce que ça veut dire comme un tor? Ou des pains viande, hein, c'est exactement la même chose. J'ai le droit de le faire s'ils sont Keren Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Keren Torah? Comme un taureau, comme comme un tor ou comme un collier. Alors d'après Rashi, quand il dit qu'il y a une Torah, ça veut dire en petite quantité. Pourquoi? Parce que le taureau vraisemblablement mange par petites bouchées, quelque chose de ce genre. Donc d'après Rashi, quand la Gemara dit qu'il y a une Torah, ça veut dire que si je prépare une toute petite baguette au lait et que je sais que je vais la consommer rapidement, c'est juste pour le petit-déj. Et après, il n'en restera plus. Alors, étant donné qu'il n'en reste plus et qu'il s'est très rapidement éliminé, le risque de confusion, lui aussi, est éloigné et donc ça pose plus de problème. Il ne faudrait en fabriquer que pour un repas et il ne faudrait pas le stocker. Parce que si tu le prépares un tout petit peu et qu'après tu le laisses au congélateur, et là, 3 semaines après, évidemment, on risque de prendre ces petits morceaux de baguette, si on se dit, tiens, c'est du pain tout à fait normal, et on risque de le consommer dans un repas de viande. Donc quand on dit qu'il y a une Torah en petite quantité, si je suis l'opinion de Rashi, ça doit être non seulement en petite quantité, mais à consommer dans l'immédiat, et à ne pas laisser traîner. Donc ça, c'est la position de Rashi. Et selon le Rif, Rav Yitzhak Elfassi, Ke'ain Torah, ça veut dire qu'on donne une forme spécifique au pain. Alors soit Ke'ain Torah, ça veut dire qu'on lui donne une forme de croissant avec des cornes comme ça, soit ça veut dire Ke'ain Torah comme un collier. En tout cas, il a une forme arrondie, il a une forme particulière qui nous permet de voir que c'est pas un pain comme un autre. Voilà. J'imagine que le croissant, c'est peut-être de là que ça vient. D'accord. Un croissant, effectivement, ça rappelle un petit peu la forme des cornes avec la tête du taureau au milieu. Donc c'est peut-être selon Rav Yitzhak Elfassi en tout cas l'origine de la forme de la croissanterie. Il dit donc Ke'ain Torah, faire des croissants, c'est pas un problème, même si ce sont des croissants au beurre, donc ça contient du lait, puisque leur forme évoque clairement le fait que ce soit pas une pâte comme une autre, c'est pas un pain c'est pas un pain classique, c'est pas un pain simple. Et donc, il est parfaitement cachère. Il faut savoir que dans la halakha, les deux opinions ont été retenues. Ça veut dire que qu'on en fasse en petite quantité, mais avec la forme d'une baguette tout à fait classique, on sait que ça va être consommé immédiatement et rapidement, et bien là, c'est permis. Ou bien qu'on donne une forme spécifique qui va nous faire questionner sur la composition, on va dire tiens c'est bizarre, c'est des biscuits, alors les biscuits ils sont au quoi? Ils sont au beurre, ils sont à la margarine, il y a du chocolat, on se pose tout de suite des questions, on se demande de quel genre de biscuit, de quel genre de gâteau il s'agit. Donc la forme, elle t'amène à questionner la composition, et bien dans ce cas-là aussi tu peux fabriquer du pain et des pâtisseries lactées ou bassari ou à la viande. Donc
Alors, il faut savoir qu'il y a certains décisionnaires ashkénazes qui, quand ils disent en petite quantité et à consommer rapidement, ça ne veut pas nécessairement dire pour le repas qui va venir, ça peut être pour un repas qui est dans la journée. Donc c'est intéressant, c'est une tolérance qui peut exister. Normalement, ça veut dire que c'est pour le repas à venir. Voilà, ça c'est le, il faudrait évidemment éviter d'attendre en tout cas. Hein. Le moins on attend, le mieux on se porte. Alors, concernant les friands, les fourrés, les boricas, là c'est clair qu'ils ont une forme spécifique. Et donc, tout de suite, tu vas te poser la question sur la teneur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce boricas? Est-ce qu'il y a des boulettes? Est-ce qu'il y a de la boulette? Est-ce qu'il y a du fromage? Parce qu'il y a des boricas à la viande, comme il y a des boricas au fromage, comme il y a des boricas à la pomme de terre. Le simple fait que ce soit un boricas et qu'on sait que c'est fourré, on sait que ça contient quelque chose, eh bien ça t'amène à t'interroger. Et donc là, ça pose pas de problème. Cela dit, c'est intéressant. Il y a certains décisionnaires qui conseillent de donner aux borécas des formes spécifiques. C'est peut-être pour ça hein, que très souvent en Israël, les borécas au fromage sont triangulaires et les borécas à la pomme de terre, qui sont parvés, sont rectangulaires. Donc il y en a qui font attention à cela, même concernant la forme des borécas. Et pour ce qui est des pizzas, des tartes et des quiches, etc., bon là évidemment le contenu est visible tout de suite et ça ne pose aucun problème. Par contre pour les biscuits qui sont destinés à la vente, évidemment le fabricant est obligé, il est tenu de signaler sur le paquet la composition exacte, si c'est halavi, si c'est bassari. J'aimerais terminer juste avec une petite précision, c'est que si on a fait cuire du pain dans un four où il y avait de la viande qui était en train de cuire en même temps, eh bien ça donne un statut de bassari à la viande, comme on a vu au début quand on a parlé du four. Et donc ça interdirait le pain à la consommation, parce que ça devient du pain bassari. Et même chose si le pain a cuit dans un four, où il y avait du lait qui était en train de cuire en même temps, qui a pu faire des vapeurs et éventuellement même gicler, là aussi, ça peut interdire le pain. Voilà, Bezrat Hashem, on parlera du lave-vaisselle à une prochaine occasion. Au revoir.